Marie Bosque, que j'invite à nous rejoindre, coordinateur scientifique du World Agriculture Watch, mais aussi, je crois, chercheur au CIRAD. Je pense qu'après, on aura un quart d'heure de discussion à la fin des 4 exposés. Donc merci aux organisateurs de m'inviter donc à prendre la parole, et je le fais au nom d'un collectif qui a travaillé à peu près depuis 2012 sur ces questions d'agriculture familiale en prévision de l'année internationale de l'agriculture familiale promue par les Nations Unies. Alors on avait quand même travaillé là-dessus au CIRAD, puisqu'il y a eu un programme agriculture familiale et mondialisation entre 1997 et 2015. C'est donc l'occasion de présenter un travail collectif qui a mobilisé pas mal de collègues qui sont cités sur cette diapositive, et peut-être de dédier aussi cet exposé à notre collègue Philippe Bonal, qui nous a quittés en juin dernier et qui était un membre très actif de ce groupe. Alors je vais d'abord vous donner le plan d'exposé. C'est premièrement un retour sur les trajectoires de transformation des agricultures au XXe siècle, alors qui renvoie à ce que vous avez déjà entendu ce matin, donc je pourrais peut-être passer un petit peu vite, avec quelques repères actuels sur les agricultures à l'échelle mondiale qui ont aussi été un peu présentés par Michel Eddy. Et puis ensuite, si on parle de futur, je pense qu'il faut aussi rentrer par les investissements et par les politiques d'investissement, par les politiques agricoles, comme vient de l'exposer Sophie. Donc, je vais d'abord parler des trajectoires. Premièrement, les transformations agricoles telles qu'on les entend habituellement, c'est la modernisation, l'industrialisation, la marchandisation. Et ça a été parfaitement illustré par Michel Eddy ce matin. Et cette modernisation s'est traduite essentiellement par la motorisation et la chimisation. Et je rajouterai aussi une réelle industrialisation qui touche essentiellement l'aval de la production, la transformation agroalimentaire et la domination actuellement exercée par les industries de l'amont et de l'aval. Et ça, je laisserai la parole à Jean-Louis qui en parlera bien mieux que moi, mais en gros, le système agricole, le système agroalimentaire est peut-être l'unité la plus pertinente pour parler de ces transformations. Et actuellement, on est, au moins dans les pays occidentaux, face à un système agroalimentaire intensif, spécialisé, concentré, financiarisé et en voie de globalisation, pour reprendre les termes de Jean-Louis. Alors si on se réfère aux travaux de Peter Timmer, qui a analysé les transformations de l'après-Deuxième Guerre mondiale, au niveau essentiellement des pays OCDE, mais pas que, on a une approche économique qui met en évidence la trajectoire de deux variables, des grandeurs agrégées, donc la part de l'agriculture dans le PIB et la part de l'emploi dans l'emploi total. Donc on voit donc sur ce graphique que la modernisation agricole telle qu'elle a été opérée dans cette deuxième moitié du XXe siècle s'est traduite par une réduction de la part de l'agriculture dans les richesses produites comparativement à l'ensemble de la richesse au niveau des économies nationales, et aussi une très forte réduction de la part du travail agricole mobilisé dans le secteur agricole, et avec une croissance remarquable de la productivité du travail, comme ça a été souligné. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est une reconstitution des tendances passées, et c'est souvent ce schéma-là qui est mobilisé dans une perspective normative, c'est-à-dire que le progrès agricole serait, pour les différentes agricultures de par le monde, de se conformer à ce modèle de modernisation. Alors plusieurs thèses sont mobilisées dans les discours, depuis la thèse d'une évolution qui serait naturelle, c'est-à-dire asociée à historique, à politique, jusqu'aux thèses combinées du retard. Il y aurait certaines agricultures qui seraient en retard et qui, en gros, devraient rattraper, sous réserve d'adopter les mêmes politiques, qui devraient rattraper le retard sur les autres agricultures. Or, en fait, ces transformations sont le produit de politiques dont on peut mesurer l'efficacité, comme également les limites, comme ça a été rappelé ce matin par les différents intervenants cet après-midi. En revanche, si on a une certaine homogénéité lorsqu'on agrège les trajectoires, on s'aperçoit que si on regarde les trajectoires au niveau des pays, et on peut voir que certains pays, là on a représenté les USA en haut à gauche et la France en haut à droite, les USA et les États-Unis suivent ce modèle canonique, avec quand même, on peut observer que les USA ont relativement moins réduit leur nombre d'exploitations agricoles que la France. C'est une image qu'on n'a pas toujours en tête. Mais par contre, d'autres pays illustrent des trajectoires différentes, comme l'Inde, qui voit la taille de ses exploitations se réduire alors que le nombre d'exploitations augmente, ou le Brésil, où la réforme agraire a réussi à stabiliser la taille moyenne des exploitations.
Mais si on rentre dans ce modèle-là d'autres variables, et c'est ce qu'ont fait Bruno Dorin, Michel Benoît-Catin qui est ici, et leur collègue Jean-Charles Ourcade, si on introduit deux autres variables dans la représentation de ces transformations qui sont proposées par Timmer de manière agrégée, on s'aperçoit qu'il existe des divergences importantes qui questionnent la reproductibilité du modèle canonique. Si on met par exemple en abscisse la population active dans l'agriculture, vers la droite, on a de plus en plus de population agricole, et à l'inverse, vers la gauche, on a des pays où la population agricole est de moins en moins importante dans la population globale. Donc la démographie compte énormément, et on voit que les sous-régions du monde divergent par rapport à ce modèle global qui est représenté par les pays de l'OCDE. Et si on rentre donc la deuxième variable en ordonnée, qui est l'écart entre les revenus urbains et les revenus ruraux, on s'aperçoit également que ça explique un certain nombre de divergences, et on retrouve le poids démographique de l'Asie qui avait été souligné ce matin par Michel Eddy, et avec une différence notable avec l'Afrique, car l'Asie va être confrontée au phénomène de vieillissement accéléré, alors que c'est l'inverse en Afrique, qui n'a pas entamé ce que les démographes appellent la transition démographique. Donc voyons, on va reprendre un petit peu quelques repères sur les agricultures du monde. On en a eu un aperçu ce matin, mais je voudrais dire que, comme beaucoup d'académiciens, je pense que l'imprécision des termes nuit à la compréhension du réel. Et on retrouve sur l'agriculture et sur la manière de dénommer les agricultures et les agriculteurs des sources de confusion qui sont importantes. Existe-t-il par exemple une agriculture qui serait exclusivement de subsistance? Et dans ce cas, le qualificatif de subsistance n'a-t-il pas une connotation péjorative par rapport aux agriculteurs qui seraient dits commerciaux? De même, qu'est-ce qu'une petite exploitation? En France, selon le système productif, et si on le mesure uniquement par l'hectare, un producteur, un horticulteur intensif, un éleveur extensif sur l'Écosse n'occupe pas la même superficie. Pourtant, on peut parler dans un cas d'une petite exploitation si on se réfère à sa taille, ou une grande exploitation. Maintenant, si on regarde sur les comparaisons internationales, que signifie une petite exploitation entre le Brésil et le Mali? D'un côté, on est sur la centaine d'hectares, et de l'autre, on est sur une dizaine d'hectares. Et on a également aussi tendance à caractériser, à projeter sur les agriculteurs ou sur les agricultures des caractéristiques partielles de leur système productif ou de leurs produits. Donc on s'aperçoit que cela est très insuffisant pour caractériser les agricultures. Alors, on a proposé avec ses collègues une définition de l'agriculture familiale qu'on essaye de mettre à l'épreuve sur différents jeux de données au niveau national. Mais pour nous, l'agriculture familiale désigne une forme d'organisation de la production qui regroupe des exploitations qui sont caractérisées par des liens organique entre la famille et l'unité de production, et qui mobilise du travail familial excluant le salariat permanent. Alors, les approches développées par François Purcell sont extrêmement illustratives et rentrent en discussion, et on peut rentrer en discussion sur ces débats-là, mais il nous semble qu'une des capacités de l'agriculture familiale, c'est justement, on l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est sa résilience, mais sa résilience se fait par une réduction parfois de ce qu'on consacre à son propre revenu, par une réduction par une augmentation de son travail, etc. Donc cette qualité de l'agriculture familiale, elle a un coût social qui est important. Et donc, en fait, cette résilience, elle est aussi par le fait que l'inclusion du capital productif et du patrimoine familial permet justement cet ajustement. Alors, ça a ses limites, bien évidemment, mais l'autre caractéristique, c'est aussi qu'on combine des logiques domestiques d'exploitation marchande et non marchande. Et Sophie Toyer a mentionné le fait qu'actuellement la société était capable de reconnaître un peu plus ces fonctions non marchandes de l'agriculture. Et d'autre part, le fait qu'on se concentre sur le travail familial en excluant le travail salarié, c'est aussi parce que le travail salarié induit une rigidité qui limite un petit peu la flexibilité qu'on loue tant, mais qui a un coût social, comme je le disais. Donc, pourquoi se focaliser sur le travail? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est qu'en l'absence d'accès à des systèmes de financement, une part importante des investissements des agriculteurs est réalisée par leur travail. Il concerne en premier lieu l'amélioration du capital naturel, des sols, des apports en fertilisants organiques et de la maîtrise de la circulation des eaux. Bon, il y a d'autres raisons que l'on pourrait expliciter, mais qui tiennent au fonctionnement des exploitations familiales, où ceux qui rémunèrent le travail et ceux qui restent une fois toutes les charges payées. Et du coup, introduire donc le rapport salarial modifie cette allocation du produit. Donc cette définition est une définition en positif qui nous conduit à vouloir caractériser les exploitations qui ne seraient pas familiales. Juste une diapo pour dire que cet investissement familial privé est l'investissement le plus important dans l'agriculture, et ça, je fais référence
au rapport de l'état de l'agriculture de 2012 sur l'investissement agricole. Donc au-delà de cette définition positive, le fait de définir l'agriculture familiale nous conduit à définir l'agriculture patronale comme toute exploitation qui aurait au moins un salarié permanent, avec une gestion et un patrimoine qui restent familial. Et on a alors distingué des agricultures d'entreprise lorsque ce lien famille-capital est rompu, où toute la main-d'œuvre devient salariée. Donc, effectivement, c'est un niveau d'appréhension qui est extrêmement agrégé, et dans la réalité, on a bien évidemment un continuum qui a très bien été expliqué par François Purseg. Mais notre souci, c'était de dire qu'actuellement, on a besoin de cette définition analytique parce qu'au niveau des statistiques mondiales, et on l'a bien vu puisqu'on a participé au groupe de travail de la FAO sur la définition de l'agriculture familiale, il n'existait pas, jusqu'en 2013-2014, de définition consensuelle. Et d'ailleurs, il n'existe pas actuellement de définition consensuelle puisqu'il y a plutôt vers une régionalisation. Mais ce faisant, je pense qu'on a vraiment besoin de cette définition analytique, ne serait-ce que pour compter, pour mesurer. Et on fait souvent la confusion entre une vision analytique académique des choses, hein, qui est tout à fait légitime, mais qui rentre parfois en discussion, en synergie, en débat, avec une réalité politique et administrative. Il faut bien savoir quelle politique d'agriculture familiale on veut faire. Par exemple, le Brésil a choisi de retenir la main-d'œuvre familiale plus 2 salariés permanents pour définir ce qu'est une agriculture familiale. Ça ne pose aucun problème aux scientifiques, c'est de la légitimité du politique de décider qui doit être une catégorie redevable de soutien public. Ensuite, les organisations de la société civile, les organisations professionnelles ont aussi leur vision de ce que peut, doit, devrait être l'agriculture. Et là, on rentre dans des domaines qui sont liés au sens commun ou aux idéologies. Donc, avec ces définitions-là, on est face à un système statistique qui a on est face à un système statistique qui a des limites, et cette définition analytique permet de poser un certain nombre de regards sur l'agriculture, mais en fait, les informations qui sont recueillies par les systèmes statistiques font une très petite place au travail. Et donc ce qu'on retrouve, ce qui a été présenté ce matin par Michel Lévy, c'est une répartition par les tailles. Donc je ne vais pas redire ce qu'il a dit, ça me permet de gagner un peu de temps, mais c'est vrai que ça interroge quand même 5% ou 85% oui, des exploitations ont moins de 5 ou 10 hectares. Mais si on regarde l'Europe à 28, on est quand même surpris que 80% des exploitations sont inférieures à 10 hectares. Alors bien évidemment, c'est lié aux nouveaux entrants dans l'Union européenne, mais ça questionne effectivement la reproductibilité de la politique agricole commune, et ça met l'accent sur qu'est-ce qu'on fait avec les petites structures. On le voit, ce n'est pas une question de petites structures dans les pays du Sud, c'est une question qui se pose chez nous en Europe. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ça se pose aussi aux États-Unis, mais on le verra tout à l'heure. Donc cette réalité, elle est massive, elle est très diverse, et on peut dire que les agricultures familiales ont conquis l'ensemble des écosystèmes au niveau mondial. Elles perdurent dans des écosystèmes très variés et extrêmes, des plus favorables jusqu'à des territoires où les contraintes sont fortes et qui posent parfois un enjeu pour la sécurité mondiale globale. Hein, c'est souvent des zones de tension, des zones qui sont réputées inhospitalières, mais l'agriculture familiale se développe également sur ces territoires-là. Et c'est une différence très forte avec les agricultures de firmes ou d'entreprises. Voilà. Si on regarde la modernisation, là encore, je vais passer rapidement puisque Michel Eddy en a parlé ce matin. Voilà, la modernisation. Oui, la modernisation, donc, la modernisation telle qu'elle a été celle des transformations de la fin du XXe siècle, met en évidence les écarts de productivité à l'échelle mondiale. Et cette représentation permet de relire différemment les discours idéologiques sur les bienfaits de la libéralisation, qui tendent à mettre en concurrence des agricultures qui présentent des écarts de productivité qui vont de 1 à 1000. Et on a représenté ici, à dire d'experts, le fait que les agricultures familiales, il n'existe donc pas de statistiques mondiales fiables permettant de compter les agricultures familiales, mais le poids des agricultures familiales dans quelques-unes des plus grandes filières, alors nous on a un penchant vers les agricultures du Sud, mais mis à part l'huile de palme, les bananes d'essai, la canne à sucre, l'essentiel des grandes productions à l'échelle mondiale, qui s'échangent sur les marchés internationaux, sont produites par les agricultures familiales, y compris si on inclut les productions des pays des agricultures de l'OCDE.
Alors, la question des marchés. Il y a des discours qui sont brouillés par certaines imprécisions et dénominations. En croire certaines agences d'aide, certains chercheurs, il y aurait aujourd'hui des agricultures qu'il faudrait connecter au marché. Mais de quel marché parle-t-on? Par facilité, on sous-entend marché des produits. Or, si l'on regarde les réalités, on voit que les agriculteurs contemporains, que ce soit en Europe ou ailleurs, sont fortement intégrés à différents types de marchés. Marché du travail, marché des biens et services, marché de la consommation, et qui le sont de manière éminemment défavorable. Donc la question des marchés, ce n'est pas une question de connecter, de mieux connecter, c'est plutôt une question de mieux connecter les agriculteurs et pas seulement au marché des produits agricoles. C'est réellement leur insertion dans la société de marché, dans une société marchande qui se fait dans des conditions défavorables. Et j'inclus là notamment la question de la protection sociale, puisque le marché du travail est un marché important, comme l'a montré aussi François Pursec tout à l'heure. Donc alors l'agriculture du futur, ce serait la fin peut-être du modèle familial. En tout cas, le modèle familial, François l'a bien montré, il est extrêmement secoué. Mais l'agriculture, l'exemple des pays OCDE montre bien que non. Ce sont les agricultures familiales qui ont porté la modernisation du XXe siècle, avec ses acquis et avec ses limites. Elles n'ont pas été remplacées par des firmes au niveau de la production. Toutefois, la question du futur pose la question des investissements pour dessiner, pour façonner ce que seront les agricultures du futur. Ce ne seront pas des agricultures d'hier, ce ne seront pas des agricultures, je dirais, retour en arrière, hein, mais ce seront des agricultures qui seront forcément modernisées, mais pas forcément de la même manière que se sont modernisées les agricultures des transformations du XXe siècle. Donc tout comme les transformations du XXe siècle ont été portées par des choix politiques clairs, il est désormais assez partagé que les évolutions futures requièrent une profonde révision des contenus des politiques. Donc on va essayer de voir avec quelques diapositives, et je crois qu'un des changements réside certainement dans la prise en considération de la pluriactivité. Ça a été évoqué par Sophie Toyer, par François Purseigle et par Nicolas More. Les ménages sont agricoles, mais ils ne sont pas qu'agricoles. Et je crois que cette pluriactivité mérite d'être reconnue. C'est un atout. Il y a une étude récente là, qui est en train de sortir dans Food Policy qui montre en Afrique, l'accès aux intrants n'est pas lié à l'accès au crédit, mais il est lié à l'accès à l'existence de revenus non agricoles au niveau des ménages. De même, l'autoconsommation ne doit pas être considérée, selon moi, comme un phénomène archaïque. C'est une sécurité. Et si on fait appel à l'histoire, et si on regarde des historiens comme le roi Ladurie ou Labrousse, ils ont bien montré que le développement des marchés ne s'est pas fait sur la base d'exploitation commerciale, mais sur la base d'une masse d'exploitation qui ont, selon les années, oscillé entre le marché et entre l'autoconsommation. Donc pour beaucoup d'agriculture et d'agriculteurs dans le monde, l'autoconsommation, ce n'est pas quelque chose d'archaïque. Et le modèle des Suds ne peut reposer uniquement sur une vision marchande et uniquement sur une vision sectorielle de l'agriculture. Également, le non-marchand compte dans le futur des agricultures de demain. Et un futur qui sera de toute façon technologique et biologique. Alors pourquoi une approche centrée sur la question de la famille? Je pense que c'est premièrement mettre l'accent sur la dimension sociale des exploitations agricoles, qui est souvent négligée au profit de sa dimension économique. S'intéresser aux agricultures familiales, et notamment au travail, revient à considérer ce qui fait tourner la machine agricole mondiale. Cela revient aussi à considérer l'ensemble des capitaux sur lesquels investir, afin de sortir de la vision croissance du capital foncier. Il y a d'autres capitaux, d'autres technologies qui peuvent être mobilisées sur les exploitations. Ce n'est pas uniquement par l'accroissement de la taille qu'on pourra faire face aux défis du futur. Il y a aussi des investissements qui se situent au-delà des seules exploitations agricoles, dans l'organisation collective au niveau des territoires, dans les institutions, dans les règles du jeu. Il y a aussi intérêt à sortir des approches sectorielles et considérer au premier plan la pluriactivité. Alors, 3 axes structurants pour investir dans les agricultures du futur, c'est considérer l'ensemble des exploitations, l'ensemble des investissements et l'ensemble des exploitations, c'est-à-dire les petites exploitations. Je pense qu'elles ne sont pas condamnées. Tout dépend du type d'investissement, du type de produit et du type de système productif qu'on peut mettre en place. Deuxièmement, évidemment, c'est tout ce qui concerne la réduction des risques marchands et améliorer le fonctionnement de l'ensemble des marchés et l'insertion marchande de ces ménages, qu'ils soient agricoles et pluriactifs. Et enfin, développer des organisations et des institutions qui favorisent l'accès aux capitaux de toute nature et qui permettent de réguler le fonctionnement des marchés. Le développement des institutions, pour moi, ça relève d'un investissement et ça repose sur des investissements qui sont à partager entre le public et le privé. Donc, il n'y a pas de futur des agricultures familiales sans des politiques adaptées.
Les petites exploitations font partie de ces futurs. Et ces transformations ne sont pas naturelles. Elles sont orientées, formatées par des politiques qui vont définir les types d'investissement, les niveaux d'investissement, individuels, collectifs, publics, privés, et par le contenu de ces investissements. Alors, hein, aux États-Unis, ils ont un credo qui s'appelle « Get big or get out ». Je pense qu'il faut revenir sur ce... Ça ne passe pas sur la diapo, mais c'est « Get big or get out ». Je pense qu'il faut sortir de ce credo et repenser la question des investissements. Donc, les investissements, c'est des capitaux qui sont des capitaux naturels, physiques, humains, financiers, sociaux, qui sont des organisations, des institutions. Les investissements, ce n'est pas uniquement des investissements au niveau de la production, c'est aussi d'investir sur les marchés. Les infrastructures, les investissements dans les biens publics sont essentiels. Les performances des marchés également, il faut s'en préoccuper. Et surtout, les régulations marchandes et leur mise en application, comme l'a montré Sophie dans le cadre de la PAC. Enfin, un autre point qui est souvent négligé, c'est la question, alors ce n'est pas forcément le cas dans les pays, j'ai du mal avec ça, dans les pays OCDE, mais l'accès à des services publics élémentaires qui renforce le côté domestique, économie domestique des familles, permet aussi de réduire la pression sur les budgets familiaux et favorise l'investissement des exploitations agricoles. Tout ce qui concerne la santé, la nutrition, en incluant l'autoconsommation, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'assainissement, ce ne sont pas des dépenses. Je pense qu'il faut les considérer réellement comme des investissements. Hein, parce qu'il y a des retours sur investissement qu'on n'a pas toujours calculés et qu'il serait utile de regarder. Enfin, Sophie présentait la conclusion de son exposé sur une renationalisation entre guillemets d'une politique décidée à l'échelle d'un continent. Et je pense que l'échelon national, c'est un lieu des choix politiques. Mais il est important que ça se traduise par une volonté nationale, c'est-à-dire définir des politiques et des stratégies d'investissement au profit de l'ensemble des agriculteurs et notamment des petites structures qui représentent dans certains pays l'essentiel de la production. Dans certains cas, ceux qui sont agriculteurs ne se présentent pas comme étant, entre guillemets, d'une profession. Ils se présentent comme n'ayant pas de compétences particulières parce qu'ils sont nés là et parce que voilà, c'est quelque chose qui s'hérite et ce n'est pas quelque chose qui se choisit comme on a l'habitude de le voir chez nous. Et souvent, ça va avec des questions de construction de la citoyenneté et des droits. Et bon, un des exemples des politiques agricoles brésiliennes, ça a été de mettre en place des droits, des programmes sur la citoyenneté. Et enfin, le droit à l'alimentation permet de reconnaître les fonctions domestiques et productives des agricultures et également les fonctions non marchandes, ce qui est important dans une perspective de sécurité alimentaire. Alors, le niveau national, juste un clin d'œil sur les États-Unis, ils ont réalisé un travail intéressant sur les petites exploitations en 1998 et ça a donné des politiques adaptées. Alors le lien il est dessous, mais ils se sont préoccupés dans un pays qui est, j'ai terminé, dans un pays qui est dans les représentations marquées par une très grande taille d'exploitation, les États-Unis ont des politiques publiques qui sont spécifiquement dédiées aux petites structures. Voilà, et pour terminer, juste je rappellerai les mots du président donc, du HLPE, du comité de haut niveau placé auprès du comité de sécurité alimentaire mondiale. On a coordonné à l'époque un rapport sur l'investissement dans la petite agriculture et il proposait, lui, d'appeler au niveau des Nations Unies pour un New Deal en faveur des smallholders, donc il renvoie à une expression chère aux Américains. Et donc, parce que c'est une contribution, il estime que c'est une contribution importante pour la sécurité alimentaire mondiale qui réside dans ces petites structures. Alors, quelques documents, j'en ai amené certains, donc j'en ai certains que je peux vous laisser, des travaux qu'on a fait avec ce collectif de collègues, un rapport donc, pour le comité de sécurité alimentaire mondiale, un rapport du CIRAD, Agriculture familiale et mondes à venir, un rapport lié à l'analyse des transformations rurales dans les pays en développement, donc transformation rurale et développement, qui a été coordonné par Bruno Loche, et ensuite d'autres travaux, les agricultures familiales du monde, qui avaient été demandés par l'Agence française de développement en préparation de l'agriculture familiale, et un travail qu'on a coordonné sur la diversité des agricultures familiales de par le monde,
exister, se transformer, devenir, la traduction du travail CIRAD, et puis à venir aussi, mais leur traduction en espagnol, mais il y a déjà aussi un travail qui a été coordonné par des collègues latino-américains sur les politiques publiques et l'agriculture familiale en Amérique latine. Voilà, je vous remercie de votre attention.